c'est un préjugé qui est devenu plus rare avec cette période du Covid, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par le chômage. Mais je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et ça faisait un moment que j'avais envie de partager cette réflexion sur le chômage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est, car ils ont eu la chance de ne jamais tomber dedans. Alors que quand on tombe dans le chômage, c'est vraiment une spirale infernale, que ce soit administrative, mais aussi euh, humainement. C'est très difficile. Psychologiquement, il faut savoir quand même tenir et être armé, parce que sinon, on peut vite se retrouver complètement aspiré. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler donc du chômage, parce qu'il y a un article sur Mediapart qui en parle, et aussi, je vais pas vous mentir, mais en ce moment, c'est pour ça qu'il y a peu de vidéos, il n'y a pas beaucoup... Alors, je vois qu'ici, c'est tout... Pourquoi? Où est-ce que j'ai merdé? Bon, on s'en fout. Euh, Parce qu'aussi, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles hyper intéressantes. Ouais, il y a des nouvelles sur le Covid, yes. Il y a des nouvelles sur un peu de tout, mais pas, je trouve, transcendantes, pas qui permettent une réflexion vraiment intense et qui sont vraiment importantes. Donc, attardons-nous un petit peu sur le chômage, si vous le voulez bien. Contrôler les assistés, pourquoi la notion de fraude sociale est trompeuse. Le sociologue Vincent Dubois dissèque dans un livre les pratiques des organismes de l'État, des politiques et de la presse pour contrôler ceux qu'ils appellent les assistés. En réalité, ce sont les plus précaires qui subissent le plus grand nombre de contrôles de plus en plus intrusifs menés au nom de la lutte contre la fraude. Alors moi je vais partager mon expérience que j'ai eue au chômage en tant que jeune et belge. Mais justement, les expériences au chômage sont vraiment multiples et je trouve notamment que pour les personnes les plus âgées, je vais dire au-dessus de 40 ans comme ça, 40-50 ans, c'est vrai qu'ils ont une expérience totalement différente du chômage parce que le chômage a quand même évolué. Il y a des choses sur lesquelles il a évolué positivement et d'autres beaucoup plus négativement. Mais je trouve ça intéressant, et ici évidemment c'est un article français, mais malgré tout je trouve ça intéressant de partager un peu les expériences, et n'hésitez pas à partager aussi, si vous la connaissez, la vôtre en commentaire. Contrôler les bénéficiaires des prestations sociales, pister et sanctionner les fraudeurs constitue pour certains une obsession politique et médiatique depuis 2 décennies. Vincent Dubois est sociologue et professeur à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Il a étudié ce phénomène au long cours depuis le début des années 2000, puis en pointillé jusqu'à 2017. De cela, il a tiré un livre, Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre. Sur ce registre, les sénateurs Les Républicains, lors de l'examen du projet de loi fourre-tout de lutte contre le séparatisme, viennent de voter en première lecture un amendement prévoyant la suspension des allocations familiales après plusieurs avertissements en cas d'absence répétée d'un élève à l'école. En mars 2021, le Sénat a adopté la proposition de loi pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales. C'est tellement absurde. Déjà, donc, un enfant en situation précaire, parce qu'il va pas à l'école, eh ben, on va retirer les allocations familiales à ses parents. Enfin, ça me paraît... Je comprends même pas l'argumentation derrière. J'aimerais bien entendre l'argumentation des Républicains, pour le coup, sur le sujet. Le sujet semble inépuisable. Sur le terrain politique, les bénéficiaires des aides sociales sont toujours instrumentalisés, érigés en bouc émissaire, et l'image de fainéants leur colle toujours à la peau. En 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait par exemple envisagé de demander des contreparties aux bénéficiaires du RSA. Cette volonté de contrôle des bénéficiaires va crescendo, avec de moins en moins de possibilités pour les allocataires de régler d'éventuels litiges à l'amiable. Les administrations concernées, comme la caisse d'allocation familiale ou les départements, sont de moins en moins enclines à la négociation, mais de plus en plus à la sanction, avec notamment des menaces de poursuites judiciaires ou des demandes de remboursement des arriérés. En définitive, ce sont toujours les plus précaires qui subissent de plus de contrôles, notamment à domicile et de sanctions. Les procédures elles-mêmes sont devenues de plus en plus sophistiquées et les informations dont disposent les agents préposés à ces contrôles de plus en plus exhaustives. Entretien. Donc c'est une interview d'une personne qui a écrit un livre, donc voilà. Ça a beau être un chercheur, parfois les chercheurs ont aussi voilà, des... comment dire... surtout en sociologie, etc. Évidemment, ils essayent de faire leur travail au mieux. Ça m'énerve vraiment ce côté jaune, désolé. Mais, et objectivement, évidemment, mais évidemment, les chercheurs aussi hein, sont eux-mêmes des citoyens et des humains, et donc peuvent parfois aussi être plus enclins à certaines idéologies qu'à d'autres. Mais ça n'empêche que ce sera au moins une réflexion intéressante et faite dans le cadre d'une recherche, ce qui est d'autant plus intéressant.
Ce que je voulais partager là-dessus, sur ce paragraphe, c'est que effectivement, là-dessus, même en Belgique, c'est ultra galère. C'est ultra galère de pouvoir bénéficier de ces droits, en fait. C'est qu'il y a tellement de restrictions et aussi tellement de non-dits, parce que par exemple, moi, pendant des années, j'ai pas pu récolter d'argent, alors qu'en fait, j'avais un chômage en dessous de ce que j'avais droit. J'avais droit à des aides supplémentaires, et jamais une personne du bureau de chômage me l'avait dit. Et quand je l'ai appris par après, j'ai appris que si je voulais en effet aller tout à coup râler, enfin à juste titre, parce que j'y avais droit, eh bien je ne pouvais pas, parce que sinon effectivement je risquais d'aller jusqu'en justice. Et le problème de la justice, c'est que ça coûte super cher, même quand vous êtes même quand vous avez raison, d'autant plus qu'en face vous aurez peut-être affaire à des avocats, qu'il faut payer souvent des sommes pour pouvoir rien que ouvrir un dossier ou des trucs comme ça. Bref, c'est la mort. Donc du coup, souvent, la plupart du temps, quand on n'a pas quand on n'a pas ce dont on a droit, on va se plaindre. Mais si tout à coup il y a poursuite judiciaire au fond, bah tu laisses tomber et tu te satisfais de ce que tu as. Or, il faut savoir que moi, par exemple, à l'époque, cet argent, c'était assez compliqué, parce que j'avais besoin de cet argent, notamment pour, à l'époque, m'émanciper en tant que jeune, mais aussi parce que il fallait que je rembourse une partie, parce que mes parents, notamment, qui étaient considérés comme cohabitants, parce qu'en Belgique, on a cette fameuse loi qui fait qu'on est cohabitant, eh bien, ne gagnaient pas assez d'argent pour pouvoir donc subvenir entièrement à mes besoins. Donc voilà. Mais l'État considérait que c'était le cas, et donc voilà. Mais donc c'est ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je le partage aujourd'hui ici. C'est parce que pour moi, dans le chômage, il y a vraiment deux poids deux mesures. Et ceux que j'ai toujours entendu critiquer le chômage, c'était souvent des gens qui n'étaient jamais tombés au chômage, qui étaient très fiers de ça, parce que pour eux, c'était comme si les chômeurs, c'était des gens qui étaient là parce qu'ils en avaient envie presque, quoi, parce qu'ils veulent profiter du système. Or, moi j'ai toujours vu le chômage, et de ce que j'en ai vu, j'ai toujours considéré que c'était au contraire une machine un peu pour broyer les gens les plus faibles. Vous retracez avec beaucoup de précision l'historique de la chasse à la fraude sociale, et vous démontrez qu'il y a un tournant avec Alain Juppé en 1995, et cette idée de casser la culture du RMI. Quel mécanisme est en jeu autour de cela? Vincent Dubois. Il y a différentes manières d'écrire cette histoire. La stigmatisation des pauvres et de leur comportement et abus que générait la protection sociale est ancienne et apparaît bien avant la fin des années 1990. Prenons par exemple Aux Mémoires sur le paupérisme d'Alexis de Tocqueville, paru en 1835, dans lequel il énonce, avec la plume qui est la sienne, les idées qui ont un certain air de famille avec celles qui seront développées plus tard. Cette dialectique bien connue entre aider les pauvres et les punir connaît cependant des moments d'accélération qui tiennent aux transformations du champ politique et des milieux qui orientent les politiques sociales. Et il ne se joue pas du tout de la même manière dans la période contemporaine, qui remet en cause des systèmes de protection sociale développés qu'au cours du 19e siècle où ils commençaient à s'établir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en France, l'affirmation du libéralisme doctrinaire après les législatives de 1986 n'est pas un de ces moments. Il faut en fait attendre 1995, qui peut être rétrospectivement identifié comme un moment déclencheur, car le discours sur les faux chômeurs, les assistés qui abusent des prestations sociales et sont fainéants prend une place centrale dans les débats sur les politiques sociales, et la lutte contre la fraude devient un thème de l'action gouvernementale. Et en fait, ce truc de chômeur glandeur, ça m'a toujours posé un problème. Pourquoi? Parce que si vous êtes... Alors je ne sais pas si vous partagez cette vision qui est la mienne, mais pour moi, je plains les gens qui sont au chômage parce qu'ils veulent glander. Pour moi, les gens qui veulent vraiment rien faire de leur vie, c'est très triste. C'est hyper triste. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand même, on a de multiples façons de gagner sa vie. Et bien qu'il y ait des boulots justement terribles et horribles, il y a quand même toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Et surtout aussi glander, mais dans le sens vraiment glander, ne rien faire quoi. Ne rien faire qui a du sens. Moi personnellement je trouve ça horrible. On m'a déjà dit, et ça je suis totalement capable de l'accepter et de l'entendre, effectivement, que pour des gens c'est totalement possible. Mais en fait moi je plains ces gens. Moi j'en vis pas ces gens en fait. Et le fait, entre guillemets, de les punir,
j'ai jamais eu l'impression, vous savez, c'est un peu comme quand on est dans un groupe de travail et qu'il y en a qui glandent, mais qui vont quand même avoir du positif, avoir des, je sais pas moi, qui vont quand même être payés pour le travail qu'on fournit en équipe. Mais ces mecs-là, enfin moi quand je les vois, je les envie pas, je me dis pas, purée, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir ne rien faire et en fait non, je me dis mais c'est d'un triste, ces gens sont juste là pour faire de la figuration et ils ont pas d'ambition en fait. Ou alors, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ou alors, pourquoi est-ce qu'on les a pris ici, en fait? Et pourquoi est-ce que... Enfin, voilà, moi, ça m'a toujours rendu un peu perplexe. Bien sûr, voilà, encore une fois, moi, je parle vraiment de travaux de groupe ou quoi. C'est pour ça que je parle d'une société. C'est qu'en fait, enfin, il y a un moment donné où si on doit toujours... Enfin, ouais, c'est vrai que ça fait du bien de les voir punis, mais c'est vrai que d'un autre côté, il faut aussi, je pense, vraiment avoir une vraie réflexion autour de ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils glandent? Est-ce qu'ils glandent parce qu'en fait, c'est pas ce qui leur convient? Est-ce qu'ils glandent parce qu'ils sont en dépression? Est-ce qu'ils glandent parce qu'il y a tellement de possibilités qui font qu'ils glandent que, pour moi, le problème, c'est plus le fait qu'ils ne savent pas pourquoi ils glandent que vraiment le fait qu'ils glandent. Vous voyez, je sais pas si c'est vraiment très compréhensible ce que je dis, mais j'espère être relativement clair. Il y a une logique conjoncturelle qui est celle du début du septennat de Jacques Chirac, avec la campagne présidentielle sur la thématique de la fracture sociale très rapidement oubliée, avec une surenchère à droite au sein du camp majoritaire, et ce moment où le Premier ministre Alain Juppé doit gérer le fait qu'il ne tienne pas la promesse électorale de réduction des impôts. L'un des leviers symboliques utilisés alors était d'agiter la question des abus au système de protection sociale comme un moyen de rassurer les électeurs contribuables sur le bon usage de leurs impôts. Cela débouche même sur le rapport Courson-Léonard qui explore le sujet sous le titre « Les fraudes et les pratiques abusives » et est remis au Premier ministre début 1996. Oui, la commande de ce rapport sur les pratiques abusives marque la première officialisation du problème. Le document et les chiffres qui en sont issus sont censés être une étape préparatoire au lancement d'un plan de lutte contre la fraude. Il est toujours très difficile d'établir un lien de causalité entre un rapport et une politique publique, mais cela a de fait mis en demeure les organismes de protection sociale de se convertir à la culture du contrôle. Cette dernière y a été réputée absente au profit de l'octroi des aides dans une perspective assistentielle. Ils vont être amenés à répondre à cette injonction au contrôle qui, combinée à leurs évolutions internes, va conduire au développement sans précédent des politiques institutionnelles de contrôle à partir de la seconde moitié des années 1990. La tendance va crescendo, le paroxysme étant sous Nicolas Sarkozy qui lance la surenchère. Mais cela ne s'arrête pas là. On le voit avec Édouard Philippe en 2019 qui, alors Premier ministre, souhaite conditionner l'attribution du RSA à des contreparties. Là, des sénateurs viennent de déposer une proposition de loi pour lutter contre la fraude sociale quand d'autres, dans le projet de loi sur le séparatisme, veulent retirer les allocations familiales aux parents d'enfants absentéistes. Le sujet a bien été installé par les différentes forces politiques. Il y a effectivement une tendance très nette sous Sarkozy, préparée dès le mandat de Chirac. Sous Hollande, le sujet est moins utilisé comme un emblème et thème de discours, même si la gauche de gouvernement ne s'oppose plus frontalement au discours de lutte contre les assistés. En 2014, par exemple, François Rebsamen, alors ministre du Travail, annonce vouloir renforcer les contrôles des chômeurs, ce qui montre que ce discours est devenu disciple, y compris au PS. Et ça, c'est très important, parce que vous savez, on entend ici, ici on essaie d'en parler souvent, parce que c'est un sujet évidemment extrêmement important, de la fracture entre la droite et la gauche, de la fracture entre les différents peuples et les différentes idéologies, mais comme vous voyez, cette idéologie, c'est littéralement distillée partout, autant à gauche qu'à droite. Et je pense que le fait que, par exemple, ça se soit distillé à gauche, c'est ce qui a retiré la confiance, en fait, de la population de gauche, je vais dire comme ça, envers les partis traditionnels politiques de gauche. C'est qu'effectivement, quand tu as une population qui veut qu'il y ait un peu plus de bien commun et un peu moins d'individualisme, parce que en réalité, la gauche et la droite, ce sont un peu leurs principales caractéristiques, eh bien, quand tout à coup le PS dit « Ah ben non, mais ouais, effectivement, on doit aider tout le monde, sauf ceux qui trichent », et que pour ça, ils montrent des gens faibles, ceux qui savent que ces gens sont faibles, et qui du coup sont souvent plutôt, on va dire, de gauche, eh bien effectivement, ça
ça choque et ça ne donne plus envie de voter pour eux. Mais pour autant, ils veulent pas voter à droite non plus, et c'est ce qui fait qu'il y a des montées des extrêmes. En parallèle, la mécanisme bureaucratique du contrôle est lancé avec les renforcements techniques. C'est dans ces années 2010 que se met en place le croisement des fichiers. On autorise pour ce faire la multiplication des bases de données avec l'utilisation du numéro de sécurité sociale des bénéficiaires pour assurer la fiabilité de ces croisements de données. Les autorisations d'accès aux contrôleurs de toutes ces informations ont été aussi de plus en plus nombreuses et utilisées en complément aux visites à domicile au cours desquelles sont demandées des pièces justificatives aux allocataires. Alors, en Belgique, c'est différent. Il faut quand même le dire, en Belgique, c'est moins sévère, de ce que je sais. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe, bien entendu. Mais il me semble qu'en Belgique, en Belgique, il y a une vraie culture, en fait, j'ai envie de dire socialiste, dans le sens où la Belgique étant un pays très divisé et de base, dans l'histoire de la Belgique, comme il y a eu une question, ce qui a été beaucoup moins le cas en France. En France, il y a eu une espèce de lutte des classes. En Belgique, c'était plutôt une lutte contre de la discrimination, en fait. Mais une discrimination qui était due à aussi une lutte des classes, puisque c'était les Flamands pauvres qui travaillaient pour les francophones riches, parce que c'était même pas des Wallons, c'était des francophones. Du coup, effectivement, il y a eu un grand mouvement ouvrier qui a fait... Mais ce mouvement ouvrier, puisque c'était 90% de la population, ça a fait que ça a très bien installé une espèce de culture, justement, de protection des plus faibles. Et du coup, c'est vrai que pour pouvoir toucher à ces principes, c'est beaucoup plus difficile qu'en France. Donc, notamment, le fait de pouvoir croiser tous les fichiers, etc., il faut l'autorisation, il me semble, du demandeur d'emploi. Il faut demander les documents. Mais après, maintenant, c'est obligatoire pour avoir accès, notamment à ce que vous appelez le RSA, et nous, en Belgique, ce qu'on appelle les allocations de chômage, qui sont du coup... et finalement, c'est un peu similaire. Mais voilà, c'est pour ça que j'en parle. Dans l'ordre d'idées, on va quand même vers une évolution similaire. C'est pour ça que étudier la France, même en étant belge, c'est intéressant. Mais pour autant, je pense qu'en Belgique, on a un train de retard, on va dire, par rapport à la France qui va plus, enfin, qui réussit à chaque fois à aller plus loin avant nous. Euh, alors, un questionnement très intrusif, voire inquisitorial. Est-ce que la presse contribue aussi à légitimer ce débat autour des fraudes aux allocations? Et ça, je trouve aussi... Oui, j'avais oublié d'en parler. Mais ce que je trouve très intéressant, quand j'ai parlé des deux extrêmes, ce qui fait monter les deux extrêmes, c'est qu'en fait, quand on regarde l'extrême droite et l'extrême gauche, ce débat sur les allocations de chômage, ils sont sur la même lignée politique. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche est pour revaloriser le chômage, d'accord? Parce qu'ils trouvent que le chômage n'est pas assez rémunérateur, parce que notamment, en fait, un chômeur, c'est hyper... Enfin, ça paraît absurde dit comme ça, mais en Belgique, c'est assez rentable. Pourquoi? Parce que vous allez donner de l'argent à un chômeur. Cet argent, en fait, ce chômeur va, par exemple, acheter des choses. Alors, aujourd'hui, avec Internet, ça complexifie la chose, mais par exemple, il va devoir se nourrir. Il va devoir payer son logement, d'accord? Quand il va devoir se nourrir, il va payer une société qui elle-même va payer des taxes. On a aussi la TVA, nous, de 21% qu'on paye quand on achète des objets, etc. Enfin, quoi que ce soit. Quand on doit payer un loyer aussi, hein, normalement, la personne qui perçoit le loyer est censée aussi le déclarer, donc c'est aussi taxé. Donc en fait, un chômeur qui va recevoir, j'invente, mais 1000 euros, par exemple, en réalité, il va en rendre 500 à l'État, d'accord? Et en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que les 500 restants, en fait, ça va aller effectivement dans les poches d'autres personnes. Mais qui sont ces autres personnes? C'est la société, en fait. Ce sont des gens qui vont s'enrichir grâce à ça. J'invente, mais par exemple, s'il va au supermarché, c'est Carrefour qui va recevoir un peu d'argent dans ses poches. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, un chômeur, c'est relatif, en fait, l'impact qu'a un chômeur. C'est pour ça aussi que on est beaucoup plus critique par rapport aux personnes riches qui sont milliardaires et qui vont garder des milliards de côté. Parce que vous voyez, une personne richissime qui a 1 milliard d'euros de côté, c'est 1 milliard d'euros que personne ne va pouvoir toucher. Alors qu'un chômeur qui dépense ses 1200 balles tous les mois, en fait, il aura quand même dépensé tout son argent. Donc ça fera travailler d'autres personnes, ça fera gagner de l'argent à d'autres personnes. Donc au final, cet argent n'est pas perdu. C'est ça que je veux dire.
c'est que c'est un peu, voilà, c'est un peu plus complexe. Ce qui est intéressant, c'est que la droite utilise d'ailleurs ces mêmes arguments en disant voilà, mais eux, ils font bien, l'extrême droite, je vais parler ici pour le coup, ils font bien la distinction entre les bons et les mauvais chômeurs. Et c'est là où est le piège en fait, c'est que à partir du moment où on cherche des mauvais chômeurs, il faut donner une définition de ce qu'est un mauvais chômeur. Et comment donner une définition d'un mauvais chômeur? Est-ce que vraiment quelqu'un, par exemple, qui glande avec ses allocations de chômage, ne sert vraiment à rien s'il redépense tout par la suite? S'il fait vivre tout son... J'invente, mais un gars au milieu de son village qui va à l'épicerie du coin, qui va acheter, j'invente, mais des jeux vidéo même chez le vendeur du coin, est-ce que ce chômeur, du coup, n'est pas en fait plus rentable à la société qu'un richissime qui a son palace mais qui ne va jamais dépenser d'argent parce qu'il n'en a pas envie. Alors évidemment, je simplifie, il y a des gens riches qui réinvestissent, il y a des gens... Voilà. Mais c'est ça que je veux dire, c'est là le piège, c'est qu'en fait, le chômage, le truc de chômeur-profiteur, c'est vraiment pas si simple que ça, en fait. Un chômeur n'est pas forcément ultra négatif pour une société. On ne peut pas parler de la presse dans son intégralité car le champ journalistique n'est évidemment pas homogène, mais il y a néanmoins des tendances d'ensemble. Et c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, quand il dit que ce n'est pas homogène, je me suis dit, on est sur Mediapart, c'est la preuve même que c'est pas homogène. Dans le cas français, les journaux n'ont pas été les initiateurs du débat, contrairement au Royaume-Uni et à ses tabloïds, qui ont joué un rôle actif de dénonciation du scandale de la fraude sociale dès la fin des années 1970. En France, la mise à l'agenda politique du sujet précède son traitement journalistique. Ce dernier a pour effet d'accréditer la validité de l'existence du problème, plutôt que de lancer un débat auquel les gouvernants sont censés répondre. Sans surprise, la fraction droitière du champ journalistique ouvre la marche et a enclenché une dynamique d'alignement propre aux concurrences entre les titres. Valeurs Actuelles enchaîne les unes dénonçant les faux chômeurs. Le Point embraye, puis l'Express, etc. Au début de la période des journaux plutôt à gauche, sont systématiquement très critiques. Ils mobilisent des arguments contre le flicage des pauvres et dénoncent le côté orwellien du contrôle par l'informatique. Puis ce type de critique tend à diminuer, tout comme dans le débat politique participant à la naturalisation de cette orientation rigoriste. Le débat est donc très polarisé autour de cette question de la fraude sociale. Comment sort-on du côté binaire de la question et surtout comment objective-t-on le sujet par des données précises et chiffrées? Avant de continuer sur la question, pour parler des mauvais chômeurs, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Oui, évidemment que, tout comme les gens riches qui fraudent, ce n'est pas acceptable. Mais en fait, comprendre n'est pas excuser. Et c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre pourquoi les chômeurs qui ne glandent rien ne glandent rien. Vous voyez? Est-ce que c'est dû à leur éducation? Est-ce que c'est dû au fait qu'en fait, il n'y a pas de travail? Est-ce que c'est dû au fait que, par exemple, moi, j'ai été plusieurs années au chômage, avec à chaque fois des moments où je travaillais, des moments où je travaillais plus. Et du coup, en fait, moi, tout le temps où j'étais demandeur d'emploi, j'ai reçu 4 propositions d'emploi sur plusieurs années. 4 propositions d'emploi et toutes à l'étranger. Mais quand je vous dis à l'étranger, c'est qu'il y en avait une à Malte, une à l'île Maurice, une à je ne sais plus où, et donc pas en Belgique. Même pas. Il y en avait une seule en France. Alors l'île Maurice, je crois que c'est en France, mais une seule sur le continent européen, en France, quoi. Et ça, je trouve ça assez dingue, parce qu'en fait, on entend partout qu'il y a du travail partout. Et comment ça se fait qu'en ayant du travail partout, par exemple, moi je trouve que quelqu'un qui recherche un employé devrait forcément, en fait, ça devrait être obligatoire de le mettre dans les organismes de recherche, de chômage, en fait. Ça devrait être obligatoire. Pourquoi? Parce que comme ça permettrait d'avoir constamment, en fait, et de ne plus passer à côté de toutes les annonces d'emploi. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire, et pire. C'est pire parce que c'est très compliqué à faire. Notamment mon père, qui est indépendant, avait cherché un employé, et il avait dû se battre contre l'organisme parce que ça avait pris 2 mois, quoi. Ça avait pris 2 mois pour passer l'annonce alors qu'il en avait besoin urgemment. Et ça, c'est pas normal. Et d'ailleurs, au niveau du chômage, il y a un gros problème de structure, en fait. Parce que, notamment, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont au chômage temporaire et l'ont eu assez facilement. Parce qu'il suffisait de faire un coup de fil pour avoir le chômage partiel, le chômage économique. Mais moi, quand j'avais dû m'inscrire au chômage, ça m'a pris une journée entière. Et en fait,
pourquoi je trouve ça drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il suffit d'un coup de fil. Et pourquoi il suffit d'un coup de fil? C'est parce que les gars, ils se sont bien rendus compte qu'avec le Covid, vous imaginez, si tout le monde avait dû attendre une journée entière à chaque fois, là, on sera en retard de 6 mois, en fait, pour les demandes de chômage. Et il y en a qui ont été en retard, d'ailleurs, de 6 mois. En France, et j'ai vu beaucoup. Et du coup, ça non plus, c'est pas normal en fait. Le chômage devrait être beaucoup plus facilement accessible. En fait, les choses devraient aller beaucoup plus vite. Mais donc, quand on a beaucoup de chômeurs, moi je trouve que le service de chômage aussi, le service de recherche d'emploi, il faut que les chômeurs n'aient aucune excuse aussi avant de les punir. Il faut que, du coup, administrativement, ce soit parfait. Qu'il n'y ait pas un chômeur qui puisse dire ah ben non, moi j'ai dû attendre 3 mois mes allocations, du coup ben, j'ai pu chercher du travail qu'après 3 mois ou j'en sais rien. C'est ça que je trouve qui devrait rouler en fait. Et puis une fois que c'est parfait, une fois qu'il y a... Enfin parfait, quand je dis parfait, ça doit pas être tip top, mais une fois qu'on trouve qu'il est optimisé assez, qu'il donne les possibilités aux gens de sortir en fait de cette phase de chômage, eh bien à ce moment-là, effectivement, on va rechercher les gens qui profitent et on essaye de trouver une solution. Mais ça n'a pas de sens de juste aujourd'hui obliger les gens à se démerder sans leur donner la possibilité de pouvoir en sortir. Donc la question était, le débat est donc très polarisé autour de cette question de la fraude sociale. Comment sort-on du côté binaire de la question et surtout comment objective-t-on le sujet par des données précises et chiffrées? Le débat est très polarisé car il est mal cadré dès le départ. La notion de fraude sociale est trompeuse car elle est censée renvoyer tant aux fraudes aux cotisations qu'à celles aux prestations. En pratique, le discours politique et l'action publique ciblent essentiellement les secondes. De plus, la notion même de fraude est un objet à géométrie variable. Oui, et c'est ça qui est intéressant, juste. Fraude aux cotisations, c'est le fait de gagner juste de l'argent alors que normalement tu n'y as pas droit. Donc par exemple, j'invente, mais je suis au chômage alors que normalement je ne peux plus l'être pour une raison X ou Y. Ça, c'est une fraude aux cotisations, il me semble. Alors qu'une fraude aux prestations, c'est celle où, en fait, je travaille à côté, mais en plus, je me dis au chômage, mais comme je travaille au noir, du coup, on ne sait pas que je travaille. Et effectivement, ça, bah, effectivement, c'est de la fraude. Et, mais encore une fois, il faut encore réfléchir et se dire, mais pourquoi? Parce qu'au final, ces gens, c'est quoi? Ce sont des travailleurs, mais qui sont au chômage. C'est ça le problème. Et c'est ça la vraie fraude qui est, pour moi, effectivement logique à combattre. Mais aussi, avant de combattre ça, il faut se poser la question. Si ces gens travaillent au noir, est-ce qu'ils y sont obligés parce que en fait, ce qu'ils gagnent au chômage n'est pas suffisant? Est-ce qu'ils le font par profit? Est-ce qu'ils le font... Voilà. Et ça, malheureusement, c'est des questions assez complexes dont on n'a pas la réponse parce qu'il y a trop peu de réflexion. De plus, la notion même de fraude est un objet à géométrie variable. Dans le débat public, elle recouvre des situations diverses qui vont du manquement du chômeur à ses obligations de se rendre à son rendez-vous à Pôle emploi ou de chercher du travail en passant par l'escroquerie très organisée aux allocations chômage. Dans les pratiques administratives, elle concerne de façon plus stricte les fausses déclarations et autres manières censément intentionnelles d'obtenir indûment des allocations. Mais même à ce niveau, la qualification juridique de la fraude a été largement étendue, conduisant à considérer comme telles des pratiques qui, il y a une vingtaine d'années, ne l'étaient pas. En fait, les contrôles menés au nom de la lutte contre la fraude portent essentiellement sur des petits manquements ou les erreurs volontaires des plus petits bénéficiaires, ceux qui sont au RSA et oublient de déclarer quelques heures de travail, ou la mère de 2 enfants qui a repris un semblant de vie maritale et tarde à le signaler. Moi, par exemple, ça c'est vrai que, par exemple, moi j'avais appris qu'en fait, au chômage, t'es obligé de frauder. C'est un truc, quand tu veux travailler et que tu es au chômage, si t'as pas un travail, un CDD ou un CDI de minimum 1 mois, on va dire, si c'est un CDI, évidemment, il n'y a pas de, de minimum, mais... Eh bien, en fait, si tu travailles ponctuellement, et ça a été beaucoup mon cas dans la réalisation, par exemple, il faut faire des... C'est mal foutu, en fait. Tu peux pas, par exemple, dire, j'ai travaillé 1 heure ce jour-là, et donc qu'on le déduise. Vous voyez qu'il y a un programme qui déduise ça de ton jour de chômage. Vous voyez, disons qu'un chômeur est censé chercher de l'emploi pendant 8 heures par jour. Eh bien, si je travaille 1 heure, eh bien, du coup, on retire l'équivalent, tu vois, parce que le chômage, on est payé par jour. Ça, il faut savoir. En Belgique, c'est payé par jour. Et donc, faire le calcul en se disant, bon, ben, écoutez, il gagne 10 euros, par exemple, par jour sur le chômage. Eh bien, en travaillant 8 heures, eh bien, on fait donc, voilà, moins 1 euro, j'en sais rien, enfin, c'est un peu plus, du coup, 1,20 € pour la journée. Mais non, ça, c'est pas possible. Si je travaille 1 heure un jour où je suis censé percevoir le chômage,
même si cette heure, je gagne 5 euros, hein, eh bien, je suis obligé de barrer toute la journée. Mais ce qui peut être problématique à partir du moment où on n'a qu'un seul jour dans le mois, par exemple, parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir plus. Ça peut être problématique aussi parce que du coup, parfois, on est effectivement à 10, 20, 30, 40 euros près. Et du coup, on peut pas se passer d'une journée de chômage juste parce qu'on a travaillé en fait. Parce qu'on est déjà toute l'année comme ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment... on punit en fait les chômeurs, mais d'un autre côté, on les force aussi à bricoler des choses. Moi, j'ai dû faire des contrats, mais alors en plus, ça peut être dangereux en fait. J'ai dû faire des contrats où en fait, je disais que je travaillais un jour, alors qu'en vrai, je travaillais 2 demi-journées. Mais parce que sinon, j'avais pas, à la fin du mois, voilà, j'avais pas assez en fait pour payer ce que je devais payer. J'avais pas le choix. Et donc, du coup, je mets tout sur une journée plutôt que 2 demi. Alors que en plus, même sur mon contrat de travail, si c'est dangereux, parce que alors du coup, au niveau des assurances et tout, ça peut être la merde, parce que je suis pas censé être sur mon lieu de travail le lendemain. Mais donc du coup, c'est la merde totale, mais on crée ces situations, on les crée quoi. Et c'est ça qui m'a toujours tué, c'est que c'est tellement mal foutu que, mais c'est mal foutu parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui ne savent pas parfois pas de quoi ils parlent en fait, ils savent pas trop comment ça marche, et du coup ils font un peu n'importe quoi. En fait, les contrôles menés au nom de la lutte contre la fraude, voilà. Les institutions concernées elles-mêmes qualifient ce type de comportement de fraude de survie, et on y entend régulièrement dire que la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Ajouté aux difficultés techniques en la matière, ces écarts de définition font qu'il n'y a pas vraiment de chiffrage global et stabilité de la fraude aux prestations. C'est pourtant au nom de son importance et de son augmentation que les politiques de contrôle ont été renforcées ces 25 dernières années. Quelle est la part de racisme sous-jacente et ou non contenue dans cette chasse à la fraude, avec notamment cette musique bien connue des étrangers qui viendraient en France pour bénéficier des aides sociales. Et ça va être très intéressant. Il est très clair qu'une partie non négligeable des prises de position politiques condamnant la fraude aux prestations sociales cible les étrangers. C'est le cas des différentes manières lorsqu'il s'agit des abus à l'aide médicale d'État qui bénéficient aux étrangers sans papier, du tourisme social ou encore de la polygamie. C'est bien entendu plus compliqué lorsqu'il s'agit des dispositifs de contrôle. De fait, l'insistance avec laquelle est vérifié le critère de résidence sur le territoire national, auquel est soumis le versement de nombreuses prestations, équivaut à cibler les étrangers ou les personnes d'origine étrangère. Le retraitement des statistiques administratives permet de montrer quel type de population sont plus particulièrement exposées au contrôle. Ces chiffres ne comprennent évidemment pas de critères ethniques, puisque c'est interdit, ni même d'indications sur la nationalité. Mais ils permettent d'établir que la probabilité des contrôles croît avec le niveau de précarité. Or, les étrangers, et tout particulièrement ceux qui proviennent d'Afrique, présentent un ensemble de caractéristiques socio-économiques qui les distinguent du reste de la population. Niveau de revenu inférieur, plus grande dépendance à l'écart des prestations sociales, taux de chômage, d'inactivité et de pauvreté plus élevé, nombre plus important de familles monoparentales, autant de caractéristiques qui sont associées à des contrôles plus fréquents. Il est donc plus que probable que les immigrés soient davantage soumis à des contrôles, quand bien même il s'agirait d'un ciblage de faits qui ne procède pas d'un choix délibéré. Donc on a finalement réussi à contourner la loi, hein. Et ça, c'est pareil en Belgique. On a réussi à contourner la loi, on voulait faire... voilà, hein, on est toujours sur le papier pas raciste, puisqu'on ne peut pas cibler les personnes pour leur nationalité ou pour leur religion, mais on réussit à contrôler ceux qui sont les plus précaires, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui n'ont pas de... Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'au final, quand on est dans cet engrenage, et je trouve vraiment, en tant que jeune, je l'ai vraiment vécu, moi, le chômage m'a proposé une formation de 6 mois pour devenir serveur, payé même pas un SMIC en fait. C'était le 2 tiers d'un SMIC, en temps plein, pour devenir serveur, pendant 6 mois. Alors je vais pas vous mentir, hein, mais devenir serveur, on l'apprend en 1 ou 2 mois. Pourquoi est-ce que c'était 6 mois de formation ? Ben parce que en fait l'État ça les arrange bien en fait, ça crée des travailleurs vite fait, soi-disant ça peut t'amener à des CDI, mais en fait les personnes, les sociétés qui demandent à l'État ce genre en fait d'employés, en fait c'est des sociétés qui ne peuvent pas se payer un vrai employé. Et c'est pour ça en fait qu'elles demandent à l'État de former en fait quelqu'un. Parce que 6 mois c'est gigantesque. Parce qu'après 1 ou 2 mois je maîtrisais le truc, donc 6 mois, voilà c'est ok. Et encore, moi, à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des patrons super sympas, donc j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu apprendre plus que juste devenir serveur, j'ai pu apprendre notamment beaucoup plus sur les indépendants, etc., sur comment marchait un peu l'administratif. Mais c'est vrai que Enfin, je trouvais ça fou que même l'État, en te trouvant une formation, ne te paye que les 2 tiers.
Parce que moi, ça m'a pas permis, en fait, à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents. Et donc, du coup, le problème, il est toujours le même. C'est que, du coup, en fait, j'avais pas assez pour pouvoir m'émanciper. Mais d'un autre côté, bah, je gagnais de l'argent, mais qu'est-ce que j'en faisais, quoi? Enfin, voilà, c'est... je gagne pas assez pour pouvoir enfin vivre seul, du coup ça devient difficile, ça crée des tensions dans les familles, parce que alors du coup aussi, bah voilà, j'étais en fait pauvre sans vraiment l'être, puisque je gagnais quand même un salaire, c'était un peu bizarre. Donc c'est vraiment, voilà, je pense vraiment que le chômage, à force de vouloir punir en fait ceux qui trichent, on punit tout le monde. Et aujourd'hui, en temps de Covid, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et qui ne se rendent pas compte de la chance d'être au chômage aujourd'hui, avec un chômage parfois, même si c'est aux 2 tiers ou aux 3 quarts, mais qu'ils ont droit à un chômage directement et sans qu'on leur pose 10 000 questions en fait. Et ça, vraiment, sans avoir passé une journée dans les centres de chômage, sans avoir dû faire la file à 50 endroits différents, sans devoir justifier chaque recherche d'emploi d'un gars. Enfin voilà, en plus, le gars qui vous juge, vous savez même pas d'où il vient, vous savez même pas qui c'est. Enfin bon, c'est très particulier. Les agents de contrôle ont un rôle intéressant dans ce mécanisme. Ils sont tiraillés entre la nécessité de faire leur travail correctement et la volonté de conserver un aspect humain, tout en ne paraissant pas laxiste. Comment compose-t-il avec ces injonctions contradictoires? En tant que chercheur, je m'efforce toujours d'éviter le jugement moral. En l'occurrence, on ne peut pas voir dans les contrôleurs l'incarnation d'un sadisme bureaucratique qui consisterait à vouloir faire souffrir les pauvres et précariser les déjà précaires. Évidemment, l'autoritarisme peut exister parmi eux, mais ils sont effectivement travaillés par des dilemmes. Et ça, moi aussi, ça, je suis sûr que les personnes qui s'occupent oui ou non de donner voilà, de virer ou pas, par exemple, les demandeurs du chômage, etc. Je pense que ces personnes ça doit être un métier très difficile et surtout en ce moment, ça doit être, voilà, j'ai jamais compris pourquoi ils disaient pas non, mais il doit y avoir des pressions, enfin pourquoi ils disaient non parfois justement. Parfois pourquoi ils viraient des gens, parfois pourquoi... Mais je crois que c'est parce qu'il doit y avoir des pressions gigantesques de la part de leur directeur, de la part... Et eux-mêmes risquent de se retrouver au chômage s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, quoi. Et ça doit être assez terrible à vivre. Et d'ailleurs, celui qui m'avait jugé à l'époque, parce que moi j'ai dû passer qu'une fois parce que j'avais fait machin, enfin bon bref, moi je lui avais dit, et c'était le cas, j'avais cherché dans plein de bars, mais moi j'étais encore, je crois que je devais avoir quoi, 21 ans, mais c'était dans les premières fois où j'ai vraiment cherché sur le terrain de l'emploi, après mes études que j'avais pas terminées. Et du coup, j'avais été présenté, j'avais dit, mais oui, mais en fait, moi, je vais physiquement sur place, je vais dans les restaurants et je donne mon CV. Comment est-ce que je prouve ça? Et il m'avait dit, écoutez, ça, malheureusement, vous êtes obligé d'envoyer un mail par après ou appeler et demander que eux envoient un mail, etc. Sauf que le problème, c'est que ces gens, quand vous allez postuler pour un emploi, il y a plein de gens, ils s'en foutent. Il y a plein de gens, ils veulent pas vous donner leurs coordonnées parce qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne leur spammer, en fait. Ce qui est totalement logique. Et je disais ça aux gars, je disais, oui, mais je fais comment si les gens, ils veulent pas que je leur donne, enfin, s'ils veulent pas que me donner leur adresse email et tout, je suis... Et vraiment, il y avait 90% des gens qui voulaient pas me donner leurs coordonnées, en fait. Et c'était très compliqué. C'était vraiment compliqué. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué qu'on doit se justifier devant un gars qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est là, qui fait ça toute sa journée, donc qui devient complètement indifférent de ce qu'on raconte, de ce qu'on explique. Et on a l'impression d'être un peu infantilisé. On est de retour devant les bancs de l'école où on est puni parce qu'on n'a pas fait nos devoirs. Et c'est très frustrant, surtout que bah voilà, justement, c'est plus une question de points derrière, ce n'est plus une question de ah ben je vais redoubler ou pas, c'est une question de vie en fait derrière, c'est une question de survie en fait, ces allocations, et donc on veut absolument pas les perdre, mais face à nous, on a une espèce de professeur qui vient nous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et moi en l'occurrence, il m'avait dit qu'il me faisait une fleur, alors qu'en réalité j'avais cherché du travail, mais c'est juste que, ben voilà, on m'avait pas dit par exemple que ben, juste chercher physiquement, c'était pas accepté. Bon. De plus, leurs pratiques ont nettement évolué. Ce que j'ai pu observer en retournant sur le terrain, une quinzaine d'années après mes premières enquêtes, au début des années 2000, il y avait encore un souci nettement affirmé par leur hiérarchie de ne pas réduire le contrôle ou à la répression, d'en faire une forme d'accompagnement, l'occasion de dispenser des conseils aux allocataires. Puis le contrôle a été renforcé et durci avec par exemple des objectifs assignés de nombre de fraudes à identifier par caisse et par argent.
Leurs moyens d'investigation se sont aussi démultipliés, leur permettant plus de précision dans les informations personnelles dont ils disposent et de remonter plus loin dans l'historique des dossiers et donc dans les redressements possibles. On observe aussi une forme de rationalisation bureaucratique qui conduit à durcir les pratiques. S'agissant des rapports d'enquête, on est passé du modèle manuscrit sur papier libre avec des récits circonstanciés qui rendaient compte de l'atmosphère et donnaient aux situations de contrôler leur épaisseur sociale, à des formulaires dématérialisés où les contrôleurs remplissent des cases et ne peuvent plus indiquer ce qui est de l'ordre des circonstances qui parfois peuvent être considérées comme atténuantes. Cette forme de déréalisation favorise des décisions plus sévères. Il en va de même avec la procéduralisation du traitement des dossiers qui introduit une division plus stricte du travail. Chaque agent individuel est déresponsabilisé de la décision à laquelle il contribue. Les agents sont désormais nettement moins engagés personnellement dans les décisions et se soucient dès lors moins des conséquences que peuvent avoir une sanction ou une demande de remboursement des trop-perçus. Ça peut être une garantie contre l'arbitraire, mais c'est assurément un facteur de durcissement du traitement des allocataires. Donc effectivement, ce n'est pas les contrôleurs qu'il faut blâmer, mais bien les cadres et du coup aussi l'État qui crée cette ambiance. Quid des allocataires? Quelle relation entretiennent-ils avec l'institution et ses contrôles? L'une des surprises dès mes premières enquêtes tient à leur grande docilité vis-à-vis des contrôles. La crainte de s'exposer à des sanctions conduit la plupart d'entre eux à faire profil bas. Ils se prêtent d'autant plus au jeu des questions qu'ils n'ont pas vraiment le choix, l'obstacle fait au contrôle étant un motif de suppression des allocations. Mais ce rapport de domination n'empêche pas que les autorités puissent avoir des tactiques. Certains jouent l'apitoiement, d'autres adoptent des formes plus ou moins maîtrisées du mensonge ou maîtrisent suffisamment les règles pour jouer à leur marge. L'autre élément important à souligner est la dimension très privée du questionnement de la vie personnelle des contrôlés. Ce côté intrusif, parfois inquisitorial, est assurément présent dans la mesure où les critères à vérifier sont nombreux et touchent à un aspect intime de la vie personnelle, comme la relation de couple ou avec les enfants, ou l'état de santé. Mais la police cible remise en cause de l'intimité n'est qu'une des formes, et pas nécessairement la plus importante de cette domination bureaucratique, qui peut affecter très directement les conditions matérielles d'existence. L'immense majorité des personnes contrôlées à domicile se recrutent dans les fractions les plus précarisées de l'espace social et vivent au quotidien ce regard extérieur sur leur propre vie. Cela ne veut pas dire qu'elles sont les indifférences à la préservation de leur intimité, mais elles ont en quelque sorte intégré qu'on leur impose une manière de gérer leur propre vie sous peine de s'exposer à des sanctions, ce qui serait assurément perçu comme une atteinte insupportable par des individus aux positions sociales plus hautes. Et effectivement, là-dessus, cette phrase de fin, en fait, me frappe et c'est une réflexion que je me pose depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'en fait, pour pouvoir en fait, toucher des allocations de la part de l'État, on doit déballer toute sa vie, mais que dans l'autre sens, quand on est multimilliardaire comme il peut en exister en Amérique, on peut le faire sans se justifier. Parce qu'au final, imaginons que tout à coup, je devienne multimilliardaire, que je garde tout l'argent pour moi, dans une banque, sur le côté, et qu'en fait, je fais en sorte d'avoir un maximum de monopoles. Bon, évidemment, les monopoles sont interdits dans le système, et c'est encore heureux, mais que je fais en sorte d'accumuler juste le plus d'argent possible dans ma vie, mais sans l'utiliser. En fait, je suis bien plus nocif qu'un chômeur, même si j'investis cet argent pour gagner plus d'argent par la suite, pour moi. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'on craint avec la fermeture des magasins, c'est que moins il y a de magasins, moins les gens vont pouvoir consommer, moins les gens peuvent consommer, moins l'argent circule, ça veut dire moins d'impôts, ça veut dire donc moins de taxes qui sont payées, ça veut dire qu'en plus il y a plus de gens au chômage, donc en fait, comment dire ? C'est là où en fait, pour moi je vois vraiment le chômage comme quelque chose d'extrêmement positif. Ça permet en fait à des gens parfois qui n'ont aucun moyen de pouvoir quand même consommer. Et le fait de consommer, ça nous enrichit tous en fait. Parce qu'imaginez qu'il ne reste plus qu'un seul magasin et qui n'emploie que 5 personnes et puis que tout le reste de la population est au chômage, eh bien si en fait vous avez que ces 5 personnes qui peuvent consommer et acheter dans votre magasin, il va pas faire long feu. Alors que si au contraire les gens en fait ont le chômage, eh bien ils vont pouvoir consommer dans votre magasin. Et c'est comme ça que vous allez devenir hyper riche en fait. Et c'est ça toute l'absurdité du chômage. C'est qu'on attaque les chômeurs en disant que ce sont des profiteurs. Mais en fait, plutôt que de s'attaquer à eux parce que ce sont des profiteurs. Et si on regardait pourquoi en fait ils profitent. Et j'ai envie de terminer d'ailleurs par ça, parce que en fait là ça fait un peu, je trouve, en fait, moi il y a une réflexion qui m'a toujours intéressé, j'ai vu un article, j'espère un jour le retrouver, et on le lira ensemble ici.
mais un article qui expliquait pourquoi les riches veulent continuer à être riches. Et je trouvais ça hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, cet article ne présentait plus comme les riches, comme à gauche on peut le faire, des riches qui sont juste des êtres malfaisants, qui sont là et qui peuvent juste vouloir gagner le pouvoir et détruire le monde. Mais en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que, en fait, cet article étudiait pourquoi les riches sont riches et surtout comment ça se fait qu'ils veulent toujours accumuler plus d'argent, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, etc., alors qu'en fait, ils ont déjà largement de quoi vivre jusqu'à la fin de leur vie, et même leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants pourraient vivre sur cette fortune sans rien faire. Et donc, ils se posaient la question, pourquoi est-ce que ces gens n'arrêtent pas de rien faire, en fait ? Et alors, du coup, il y avait un côté psychologique, mais sans non plus faire de la psychologie de comptoir, un vrai côté psychologique où ils se posaient la question, mais est-ce que finalement ces gens ne sont pas déprimés, en fait ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un côté addictif à gagner cet argent ? Est-ce que finalement l'argent ne devient pas pour eux une drogue ? Et d'un autre côté, il y avait un côté aussi très, très simple, qui est qu'en fait, ces gens, ils peuvent pas non plus demander à quelqu'un de ne rien faire. C'est la chose la plus terrible que vous pouvez demander. C'est pour ça que la télé est une des plus grandes inventions de l'humanité. C'est parce que ça empêche les gens de ne plus rien faire. Et du coup, c'est ce qu'il disait dans l'article et que je trouvais génial, c'est qu'un homme qui ne fait rien est un homme qui fait face à ses problèmes existentiels. Et un homme qui fait face à ses problèmes existentiels, il peut être amené à la dépression. Et c'est ultra flippant de le faire. Surtout quand vous avez rien à faire. Donc voilà, je trouvais cet article hyper intéressant. J'espère que cet article aussi... On a pris 46 minutes, mais encore une fois, c'est un sujet que je voulais vraiment aborder. Et puis ça fait longtemps, je vous dis, il n'y a pas full info en ce moment que je trouve vraiment hyper pertinente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La bise.